j'appelle pour me rejoindre sur scène Nicolas Pellissier, Catherine Roche et Rhoda Bounasseur. La carrière d'un chercheur ou jeune docteur, quelle continuité entre le laboratoire, la start-up et l'entreprise? Vous avez 30 minutes. La scène est à vous. Bon, il nous manque un invité, c'est dommage. Ah, il vous manque quelqu'un. Voilà. Il pourra vous rejoindre en cours de route peut-être. C'est Peut-être. les aléas du direct. Voilà. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Pierre Serry, je suis responsable partenariat valorisation au CNRS à la délégation régionale de Nancy. Alors j'ai jusqu'à la fin du mois parce que j'ai aussi une casquette de créateur d'entreprise, en fait, où je crée ma start-up dans le domaine du financement de la R&D avec un transfert de technologie du coup à partir du mois d'avril. Voilà. Sur cette table ronde, on va vous parler un peu de tout ce continuum qu'il y a entre la recherche et la start-up. Alors pour bien finir, on va parler un peu de juridique, vous allez adorer, parce que j'accueille Catherine Roch, si tu peux te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Catherine Roch, sous-directrice valorisation et innovation de l'Université de Lorraine. Donc on traite les partenariats de recherche, mais également on accompagne tout ce qui concerne la propriété intellectuelle en lien avec la SAT, les EPST et les contrats de licence. Et Rhoda Bounasseur, donc du coup tu es tu es créateur d'une entreprise qui a été immatriculée il y a 2 jours. 2 jours exactement. Donc si tu peux peut-être te présenter en 2 secondes. Bonjour, donc moi je suis donc CEO d'une société qui s'appelle Memsic, donc qui a été matriculée il y a 2 jours et nous sommes dans le traitement du gaz. Et tu as par ailleurs aussi une casquette et un background d'ingénieur de recherche. Tout à fait, donc je suis ingénieur de recherche CNRS et je travaille donc au laboratoire de réaction des procédés de Nancy. Alors on est censé recevoir Nicolas Pellissier qui devait être là à 15h, donc du coup qui est CEO d'une start-up qui s'appelle 458 Énergie. Donc on espère qu'il va arriver pendant qu'on discute. Alors, donc sans plomber tout le monde, Catherine, l'idée c'était d'abord de parler des possibilités qu'on a quand on est dans la recherche pour basculer du coup dans le monde de la start-up. Oui, donc en fait, effectivement, je vais essayer de faire simple pour une loi qui n'est pas toujours évidente, mais n'hésitez pas à venir vers nous, service de valorisation de vos employeurs, pour pouvoir savoir exactement dans quel cadre vous pouvez rentrer et quel dispositif vous pouvez utiliser. Vous verrez, ça fait un petit peu peur les textes, mais ce n'est pas un calvaire au final à mettre en place. Donc, pour vous expliquer les règles de fonctionnement des passerelles publiques-privées qui sont offertes aux chercheurs, enseignants-chercheurs, et d'une façon assez large à pas mal de personnel. Il faut savoir que ces dispositifs de passerelles publiques-privées sont prévus par le Code de la recherche et ont pour but de favoriser le transfert de technologie et d'accompagner ce transfert de technologie. Donc en fait, il existe différents dispositifs auprès de sociétés nouvelles, auprès de sociétés existantes. Typiquement, on peut devenir associé ou dirigeant d'une société nouvelle qui valorise les travaux de recherche et d'enseignement. Donc il faut savoir que maintenant, ça a été ouvert aussi à la valorisation des travaux d'enseignement. Donc c'est un dossier à déposer avec un certain nombre de documents à produire auprès de son employeur, avec passage en commission de déontologie, collège de déontologie selon les établissements. Et puis finalement il y a une autorisation qui est donnée in fine par l'employeur au regard notamment de la problématique éventuelle de conflit d'intérêts que pourrait avoir le personnel avec ces nouvelles fonctions avec la société. Donc du coup pour être associé eh bien on peut donc prendre des parts sociales et demander éventuellement une mise à disposition totale ou partielle auprès de la société nouvelle dans des conditions à aménager. Alors pareil, il y a des questions de rémunération, mais là encore chaque établissement a sa propre façon d'envisager les choses. Donc je vous invite à vous rapprocher de vos établissements pour avoir les informations à ce sujet. De même, on peut devenir dirigeant d'entreprise, tout en gardant ses fonctions pour partie de chercheur et assurer de la formation encore dans l'établissement d'origine. Donc il y aura une mise à disposition totale ou partielle, voire un détachement complet si besoin. Et puis au niveau des sociétés existantes, de la même façon, il y a la possibilité de devenir associé ou dirigeant d'une société existante, ou bien d'apporter son concours scientifique et de participer au capital social de l'entreprise. Alors si je reviens un peu en arrière, Catherine, alors il y a un principe de base. Je suis fonctionnaire ou agent de la fonction publique. J'ai pas le droit d'être dans une entreprise.
Alors, j'ai le droit d'être dans une entreprise à condition que ça soit encadré. Donc, c'est des dispositifs qui sont quand même assez souples, qui permettent un véritable lien entre le chercheur et la société, et tout en gardant son lien avec son employeur. Donc, c'est des règles un petit peu techniques. Alors, il faut savoir en tous les cas qu'il faut, dans la plupart des cas, donc un contrat liant, donc un contrat synalagmatique qui lie la société et qui lie l'établissement de transfert de technologie. Et donc du coup, une fois qu'on a tous ces critères-là et que le dossier est complet, on peut très facilement apporter son concours scientifique, participer au capital social, devenir dirigeant, associé. Il y a plusieurs possibilités. Alors, est-ce que c'est long comme processus? Non, parce qu'en fait, il y a l'obligation qui est posée par les textes de répondre de la part de l'employeur dans les 4 mois de la saisine par le personnel. Donc ça peut être assez rapide. Il faut simplement anticiper, parce qu'un point important, c'est qu'il faut demander l'autorisation avant même de prendre des parts, avant même de signer ou d'immatriculer la société en tout cas. Alors, donc, l'origine de tout ça, quand même, pour nos dispositifs dans la recherche, c'est la loi sur l'innovation, dite loi Allègre, en 99. Ouais. Ça ne nous rajeunit pas. Et donc, qui a été étendue par la loi Pacte. Et par autre chose. La LPR. La LPR, merci. En décembre. La loi de programmation de la recherche. De la programmation de la recherche. Et qui ouvre d'autres possibilités, du coup, pour les porteurs de projets. Ouais. Surtout que ça met beaucoup plus de souplesse parce qu'avant, il fallait véritablement faire un choix. Soit on partait complètement dans la société, on était mis à disposition à temps total ou détaché. Maintenant, on a véritablement la possibilité d'être mis à disposition à temps partiel, ce qui est vraiment un plus et beaucoup apprécié par les chercheurs puisque ça permet en même temps de garder le pied dans l'établissement et de continuer sa recherche et sa formation. D'accord, merci. Je pense qu'il y aura des questions parce que c'est des sujets quand même assez spécifiques et je pense qu'on a un public aussi. Et nous avons trouvé Nicolas Pellissier, on applaudit. Bravo. Je m'étais un peu perdu, désolé. Bon, tu as eu des problèmes pour te garer, tout va bien Non, se Non, garer ça a été, mais après trouver le bâtiment A était un peu plus technique. Ah oui, effectivement. Bon, je suis peut-être pas très malin aussi. Hein. Donc je te laisse respirer un petit peu. C'est tout. On va échanger un peu avec Roda parce que du coup on a entendu j'espère qu'on ne vous a pas perdu, mais on va justement essayer de voir la mise en pratique parce que toi Roda tu as un cas très récent. Donc comme on disait, tu es ingénieur de recherche dans un laboratoire à Nancy de LRGP sur génie des procédés avec une certaine expérience maintenant dans la recherche et tu vas créer ta société. Oui, tout à fait. Et par rapport à ce qui se dit, je sors un peu des sentiers battus, dans le sens que depuis que je suis là, j'entends beaucoup les mots jeune chercheur. Et je ne suis pas jeune, donc j'ai 54 ans. Et je ne suis pas chercheur, je suis ingénieur de recherche, donc finalement, et pourtant je suis dirigeant d'une société. Donc avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de souffle, tel le vélocycliste moyen, beaucoup d'entraînement, il y a possibilité de faire ça. D'accord. Et alors, un cas spécifique aussi pour toi, c'est que tu gardes un pied dans ton labo et un pied dans l'entreprise. Oui, mais comme vous avez dit là, donc en fait moi je suis actuellement donc à 20% de mise à disposition de la société, où je suis à 100%, et les 80% donc je suis encore au laboratoire. Alors, parce qu'il y a quelque chose qu'on a pu te rétorquer peut-être plusieurs fois depuis que tu t'es lancé dans cette aventure. On me dit, mais c'est pas possible que que tu puisses être dirigeant d'entreprise qu'à 20%. On me l'a souvent dit. Et qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, je dirais que c'est possible, la preuve. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que retour d'expérience, la vision que les gens ont sur les chercheurs et les ingénieurs-chercheurs, c'est un peu différent. L'ingénieur de recherche au CNRS est souvent entrevu comme le collecteur moyen, donc avec des avis plus ou moins différents, et donc il est amené à faire que ce que de l'opérationnel. Et il n'y a que le chercheur qui a cette liberté d'action, qui a la capacité à la fois physique et intellectuelle de travailler sur différents sujets, d'être à 100% sur plusieurs sujets, donc in fine ça fait beaucoup plus, et cette ouverture d'esprit pour pouvoir entreprendre tous les projets. Or c'est faux, différents ingénieurs de recherche, je ne suis pas un exemple unique, hein, sont capables de pouvoir opérer et de travailler au même titre que ce que font les chercheurs avec un grand C majuscule. Alors, quand on s'est rencontrés les premières fois, quand tu m'as évoqué son projet de création d'entreprise, Oui. alors première chose que tu m'as dit, c'est compliqué. Je confirme.
Alors, et maintenant que tu es passé par tout ce cheminement, alors, et notamment sur ces aspects mobilité, qui est un peu le sujet de cette table ronde, comment est-ce que tu t'en es sorti? Avec beaucoup de discussions, avec beaucoup de... Alors, par rapport à ce que vous avez dit, c'est pas court. Enfin, c'est super long comme chemin. C'est pas quelques mois, c'est plusieurs mois. Notre projet a commencé à être... On a commencé à discuter du projet il y a à peu près plus de 2 ans, on va dire 3 ans pour être réducteur. Et puis après, on a fait toutes les... Au début, c'est vrai que c'est pas facile de savoir vers qui on doit se tourner, mais in fine, on commence à avoir les différents acteurs qui permettent de vous accompagner pour pouvoir atteindre l'objectif. Et puis après, il y a des allers, il y a des retours, il y a beaucoup de discussions, à la fois pour expliquer... Enfin, je ne parle pas de la partie technique, mais sur la partie organisationnelle, administrative, il y a beaucoup de détails qu'il faut vraiment bien digérer et bien comprendre pour pouvoir passer outre. Bon, là, de toute façon, tu manques peut-être encore de recul sur la pratique maintenant quand tu vas être dans ta société, donc on te souhaite le meilleur. Et donc là, on passe du coup du côté entreprise, donc notre retardataire qui a trouvé sa route, Nicolas Pellissier. Si peut-être en 2 secondes, tu peux te présenter. Alors en 2 secondes, ça va être très court quand même. Donc, non, mais Nicolas Pellissier, donc moi je suis le président d'une start-up qui s'appelle 458 Énergie. Et chez 458 Énergie, donc on fait de l'exploration de la production de gaz industriel éco-responsable et valorisé en circuit court, notamment de l'hélium et de l'hydrogène naturel. Donc la société est composée de 20 personnes aujourd'hui, 20 CDI, essentiellement des ingénieurs et des docteurs, donc créée il y a 4 ans. Et donc à peu près près de 10 millions d'euros levés depuis le début de l'aventure. Et aujourd'hui une accélération notamment à l'international en cours sur l'Allemagne, le Brésil, les Balkans. Et puis bien sûr plusieurs ancrages en France actifs, avec une première production qui va commencer mi-2023 dans la Nièvre. Qui sera une première européenne sur la production d'hélium et une première mondiale sur les technologies employées. Et puis sur l'hydrogène naturel, là c'est mi-2025, avec une phase pilote qui représentera déjà 2500 tonnes par an, donc soit l'équivalent d'un très gros électrolyseur. Et donc voilà, donc ça laisse présager de l'industriel derrière. Oui, donc c'est une start-up qui grandit, effectivement, c'est une vraie entreprise de croissance. T'es pas issu de la recherche? Non, je suis ingénieur en géologie, ingénieur en géosciences pétrolières. À la base, j'ai passé 12 ans de début de carrière chez Total, avant de sauter le pas et de créer ma propre société. Alors, il y a quelque chose qui m'a surpris quand on s'est connus à l'époque, c'est que tu t'es tout de suite tourné vers la recherche. Tu te dis, mais j'ai visité des labos, je vois plein de pépites, mais qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec la recherche? Alors déjà, je pense que la première chose, c'est très rapidement dans notre approche. Donc quand on s'est lancé, nous, il y avait 3 sociétés dans le monde qui travaillaient à peu près sur des sujets similaires. Donc très vite, on a rencontré des verrous technologiques. Et donc on a essayé de les lever par nous-mêmes puisqu'on ne trouvait rien sur étagère. Et donc assez naturellement, on s'est tourné vers la recherche d'abord de l'écosystème autour et puis de plus en plus loin. Et en fait, on y a très rapidement trouvé ce qu'on cherchait en fait. À la fois des équipements, des chercheurs de qualité, des technos quasiment prêtes à l'emploi. Je dirais pas forcément TRL 8-9, mais des TRL qui sont suffisamment intéressants pour justement intéresser une société comme la nôtre, c'est-à-dire avec un petit effort supplémentaire, on peut industrialiser, on peut l'utiliser pour nos propres moyens. Donc ça nous a assez vite convaincus. Alors, on parle souvent aussi du fossé qu'il y a entre le temps d'un chercheur et le temps d'une start-up. Alors notamment parce que toi tu dois faire rentrer du chiffre d'affaires assez rapidement quand même au bout d'un moment. Et vu que tu as beaucoup de relations avec les labos, comment est-ce que tu as fait pour rapprocher ces 2 univers? Bon, alors je pense que aujourd'hui ça reste quand même assez personne dépendant, on va pas se mentir. C'est-à-dire que c'est sûr que le temps des labos et le temps des startups sur le papier c'est pas du tout le même. Quand les premières fois on arrivait, on posait une question à un labo, la réponse c'était pas de souci, le sujet est intéressant, on met une thèse dessus, dans 4 ans vous avez résultat. J'ai dit mais attendez, mais moi j'attendais une réponse pour la semaine prochaine. Donc forcément il y a un problème de... Donc la première chose c'est déjà de bien comprendre que les temps sont différents et que tout le monde doit faire du chemin. La start-up doit mettre de l'eau dans son vin et temporiser, voir dans quelle mesure c'est faisable par rapport à ses objectifs de développement. Mais également le labo, s'il veut être en mesure de travailler avec des startups et des industriels, même de manière générale, alors plutôt des petits industriels, les grands finalement pour bien connaître le sujet c'est presque aussi long que les labos, et ben ça nécessite des efforts des 2 côtés. Et donc quelque part il y a une acculturation qui doit être faite des 2 côtés. Donc c'est des gens qu'on rencontre,
On leur explique nos problématiques, on leur explique nos problèmes, ils nous expliquent les leurs et on trouve des terrains d'entente. Et en plus, plus on apprend à se connaître finalement, plus on arrive facilement à mettre en place des projets, plus on se connaît et donc plus les projets vont vite. Par exemple, au départ, signer un premier contrat de collaboration, ça a pu nous prendre plusieurs mois. Le dernier en date qu'on a monté avec le CNRS au mois de décembre, on l'a monté, signé en moins d'1 semaine. On est très efficace dans mon service. Je vois ça. Alors, et en termes de mobilité aussi de personnes, puisqu'on parle aussi de la carrière des doctorants, des jeunes chercheurs, donc tu as recruté aussi des gens donc, qui sont issus de la recherche, alors notamment quelqu'un qui est dans l'équipe de Roda également sur la séparation membranaire. Alors c'est pareil, c'est toi du coup, quand tu recrutes ce genre de profil, quelles sont tes attentes ? En fait, on a besoin de... Une des valeurs de la société, c'est pionnier, innovation. Et donc, on a besoin de gens qui sont clairement avec un objectif recherche, qui n'ont pas peur de dire « Tiens, je rencontre un problème, ça n'existe pas sur étagère, donc il n'y a pas de solution ». Donc, ils sont capables de se mettre dans une situation pour aller chercher des techniques, des solutions différentes. Et donc ça, c'est vrai que c'est quand même une âme un peu plus de chercheur. À l'inverse, on aime bien les gens qui ont cette double compétence, qui sont d'abord des ingénieurs, donc qui sont aussi très tournés objectifs, résultats et mise en œuvre opérationnelle des solutions. Mais si en plus des fois ils ont fait une thèse, ça peut leur ouvrir cet état d'esprit recherche qui est très intéressant. Donc nous, dans notre équipe, effectivement, on a des thésards en cours, on a des chercheurs on a des ingénieurs qui ont fait des thèses, où on a plusieurs postdocs aussi qui travaillent avec nous. Alors, dernière question après, avant qu'on passe aux questions-réponses. Donc, tu as dit que tu avais à peu près 10 millions d'euros. En quoi la recherche a aidé à convaincre les investisseurs ? Ça, c'est une bonne remarque. En fait, il faut être clair sur ce qu'on attend de la recherche. Pour nous, on n'a pas vocation à travailler sur des TRL très bas. Donc on cherche des technologies qui sont plutôt à des niveaux déjà à 5, 6, qu'on va amener jusqu'à 9 pour nos besoins spécifiques. En fait, typiquement, nos projets de recherche et développement, ils doivent répondre à un des trois éléments-là. Le premier, c'est que ça doit nous aider à accélérer nos recherches d'exploration et de production de la ressource, soit en réduisant en augmentant nos probabilités de succès, en réduisant nos coûts et nos délais, soit ça doit nous aider à lever des verrous technologiques très spécifiques ou nous aider à développer des technologies plus éco-friendly. En gros, si nos programmes ne rentrent pas dans une de ces cases-là, on ne s'intéresse pas à cette démarche-là. Donc il y a vraiment il faut être très clair sur ce qu'on attend de la recherche, quels sont les objectifs, et quand on intègre ça et qu'on l'explique à un investisseur, qu'on cale ça dans une trame, et qu'on lui dit voilà, ça va prendre un peu de temps, mais ça va nous apporter ça, cet avantage compétitif, vraiment ça va nous permettre de nous démarquer de la concurrence, et bien tout de suite il y a une perception des investisseurs qui peut être très positive. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous.